Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'îleaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter 101 or Not dans lequel je te présente la série de jeux Kinfire Delve dans laquelle il y a 3 boîtes. Kinfire Delve, c'est un jeu de cartes qui se joue de 1 à 2 joueurs si tu as une boîte, mais à partir du moment que tu en possèdes 2, tu peux te faire des parties de 3 à 4 joueurs, ça ne se rend pas jusqu'à 6, ça va jusqu'à 4, fait que si tu as la 3e boîte, ça fait juste offrir davantage de possibilités. Dans chaque boîte, tu as un boss en 3 variations et tu as 2 héros. C'est un jeu 100% coopératif, donc de cartes, pas principalement, c'est un jeu de cartes, une petite affaire de dés. Et l'objectif, ça va être de vaincre le boss que tu vas avoir choisi. À partir du moment que tu possèdes 2 boîtes, tout se mélange. Fait que je peux prendre un héros de la boîte 1, un héros de la boîte 2, puis le vilain de la boîte 3, puis jouer comme ça, puis ça fonctionne très bien. Il y a des petites variations au niveau des règles, principalement les pouvoirs du boss puis les pouvoirs des héros qui vont changer un peu, mais sinon le système de jeu est le même dans les 3 boîtes. Fait qu'en t'expliquant une boîte, tu vas comprendre les 3. C'est pas un jeu très compliqué, c'est un jeu de Incredible Dreams, c'est la même gang que ceux qui avaient fait Kinfire Chronicles, c'est dans le même univers que Kinfire Chronicles, et c'est le même auteur, c'est Kevin Wilson aussi, un auteur que j'aime beaucoup. Donc sans plus tarder, je te montre comment on installe le jeu, comment on y joue, et je reviens à la fin te dire ce que j'en pense. Donc, au niveau de la mise en place, une fois qu'on a choisi avec quelle boîte on va jouer, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher les 3 cartes qui représentent le vilain qu'on va avoir affronté dans la partie. On va les avoir identifiés avec le petit icône qui est ici, qui change selon la boîte. Dans ce cas-ci, c'est ces 3-là, dans mon cas. Quand on les a trouvés, on va les brasser aussi longtemps qu'on veut. On va en prendre une au hasard. Les 2 autres vont retourner dans la boîte. On s'assure de la garder face cachée et on va s'installer ça au centre de notre zone de jeu. Autour de cette carte-là, on va aller placer des cartes du puits. Le puits, c'est ce gros deck de cartes-là qui a, je pense que c'est 57 cartes qu'on va brasser. Et on va révéler 4 cartes qu'on va les mettre autour comme ça pour faire notre zone de jeu de départ. Je te précise que si tu joues pour la première fois, on te suggère d'aller chercher 4 cartes spécifiques. Dans ce cas-ci, ça serait ces cartes-là juste ici. Mais quand on est habitué de jouer, on fait juste brasser, puis on place ça. La première fois, c'est juste pour nous assurer une première expérience un petit peu plus aisée. Le reste du deck de cartes puis, on va le placer proche de la zone de jeu pour qu'il soit bien accessible. Et on va se commencer une défausse face cachée dans laquelle on va placer 3 cartes du dessus de notre puits. Les autres choses qu'on va avoir placées dans notre zone principale, on va avoir des cartes de fatigue, exhaustion, qu'on va se placer aussi pour pouvoir y accéder. Et on a 4 cartes de puits particulières qui sont identifiées avec l'icône de notre chef, justement. Il y en a 4, celles-là, on va les mettre de côté. On va en avoir besoin plus vers la fin de la partie. Fait que pour l'instant, on met ça de côté. On va avoir des dés à garder pas loin et on va avoir des jetons de marqueurs de progrès. Et ça fait le tour pour la mise en place principale. Je précise que selon ta boîte, il peut y avoir des petites variantes à la mise en place. Par exemple, dans la boîte de Callus Lab, on va te demander de mettre des marqueurs de progrès sur la carte centrale en début de partie. Au niveau de la mise en place individuelle, chaque joueur va avoir 3 séries de cartes. Il y a une carte individuelle qui est le personnage en tant que tel, qui est plutôt cette carte-ci, qui va être toujours face ouverte dans laquelle il y a un pouvoir. Il y a une carte de lanterne, une deuxième carte qui va commencer face cachée, mais qui peut être retournée selon certains effets de jeu. Et on a notre deck de cartes. Fait que, par exemple, ce joueur-ci, on a sa carte de personnage, sa carte lanterne, son deck de cartes. De son deck de cartes, on va piger un certain nombre de cartes selon le nombre de joueurs qu'on est. Dans une partie à 2 joueurs, par exemple, on va piger 7 cartes. Dans une partie solo, j'en pigerai une de plus, 8 cartes. Dans une partie à 3 joueurs, 6. Et dans une partie à 4 joueurs, on pigerait seulement 5 cartes. Dans mon cas, j'ai installé une partie à 2 joueurs, donc on va piger 7 cartes. Et la mise en place est pas mal faite. On peut jouer. Avant de rentrer les règles, comme d'habitude, quel est l'objectif du jeu
Kinfire Dell, ben, l'objectif c'est de battre la carte qui est juste ici. Dans ce jeu 100% coopératif, on va donc essayer de passer au travers les cartes du puits, indiquées Well dans le jeu. Une fois qu'il n'y a plus de cartes dans ce deck-là, ça va révéler la carte qui est au centre. Une fois qu'elle est révélée, il y a des petites règles de mise en place qu'on a à faire. Puis si on réussit à battre cette carte-là, on remporte la partie. Comment on fait pour perdre? Ben, principalement, les points de vie. On a un D10 qui va représenter nos points de vie. Il va commencer à 10 points de vie dans le mode normal ou à 8 points de vie si on veut jouer en mode difficile. Si jamais ce dé-là arrive à 0, donc si on a un point de vie et qu'on perd notre dernier point de vie, la partie est immédiatement terminée sur une défaite. Maintenant qu'on a une idée de l'objectif du jeu, comment fonctionne un tour de jeu en tant que tel quand un joueur veut jouer, ben, un joueur va d'abord avoir deux options. Il y a une première option où il va avoir à choisir une carte événement et interagir avec la carte événement. S'il choisit cette option-là, le tour de jeu est extrêmement simple. On va y revenir dans quelques instants. S'il choisit la deuxième option, où il y a à interagir, il va choisir une carte qui est une carte de type challenge. Il va y avoir différents types de challenge sur le jeu qui sont représentés par ces cartes-là. Les cartes événements peuvent être là-dedans aussi. Si on choisit une carte de challenge, ben, il va déclencher, dis-je, 4 phases de jeu. Il va avoir une première phase de jeu, il va avoir à choisir, identifier le challenge et à jouer une carte de sa main. Il y a une deuxième phase de jeu où un coéquipier va pouvoir renchérir avec une ou deux cartes pour compléter la tentative qu'on va faire sur l'essai. Il y a une troisième phase de jeu où on va avoir à lancer des dés et il y a finalement une quatrième phase de jeu où on va terminer le tour en cours. Fait qu'on va réaliser, avoir les conséquences positives ou négatives des différents challenges qu'on va avoir essayé d'entreprendre pendant notre tour de jeu. Au début de chaque tour de jeu, il y a également une phase optionnelle qui est une phase de refresh qui nous permet de repiger des cartes en main. Je précise tout de suite que cette phase-là est optionnelle et si on la fait, ça ne nous empêche pas de faire un tour de jeu normal. On la fait juste en addition au reste du tour de jeu. Donc, allons voir tout ça maintenant dans le détail. Donc, première chose qu'on va passer rapidement, ce sont les cartes événements. On voit que les cartes challenge qu'on va avoir peuvent avoir différentes catégories. L'une des catégories qui va revenir de temps en temps, c'est les cartes événements qui vont être indiquées juste ici. Les autres types de cartes challenge qu'on va avoir, ça va tout être des challenges justement de différents types. Fait qu'il va y avoir des puzzles, des combats, il peut y avoir des trappes par exemple. Mais les cartes événements fonctionnent un petit peu différemment. On ne fera pas toutes les phases si on décide d'interagir avec une carte d'événement. Fait que si au début de son tour de jeu, ce qu'on décide de faire, c'est d'interagir avec une carte événement, tout ce qu'on a à faire, c'est de lire la carte, faire ce qui est écrit dessus et la défausser. Dans ce cas-ci, par exemple, si je décide d'interagir avec cette carte-là, ça va me permettre de défausser tous les challenges qui sont en jeu, les mettre de côté, puis les challenges que j'ai défaussés, les remettre en dessous du Well deck, fait que de mon deck de puits. Fait que ça me permet, si j'aime pas les challenges qui sont en jeu, de les remplacer. Fait que les cartes événements fonctionnent tout simplement comme ça, c'est très simple. On dit qu'on fait la carte événement, on fait ce qui est écrit dessus et on la défausse dans une pile qui est à part, soit dit en passant, de la pile de défausse du Well. Fait qu'on fait une défausse à part pour ça. Et à la fin de son tour de jeu, si on a un espace qui est vide, on le remplace toujours avec une nouvelle carte qui vient du puits. La deuxième possibilité, à l'inverse, si à notre tour de jeu, on veut interagir avec une des cartes de challenge, fait que si par exemple on avait fait la carte événement précédemment, fait que là j'en ai plus, il ne me reste que des cartes de challenge. Fait qu'un tour de jeu, l'action qu'on va prendre si on veut interagir avec un challenge, c'est qu'on va commencer par indiquer clairement avec quel challenge on veut interagir. Certains challenges peuvent avoir des effets passifs. Par exemple, lui, il y a un effet qui est en caractère gras qui est passif, fait qu'à chaque fois qu'un événement, qu'un challenge rouge entre en jeu, on va subir un point de dégâts, ce qui a été le cas. Il y a un événement rouge qui est entré en jeu, on va donc subir un point de dégâts pendant que cette carte-là est là. Fait que probablement que c'est une carte que je voudrais me débarrasser rapidement. Les autres challenges peuvent avoir des effets particuliers au moment où on les complète, peuvent avoir des effets passifs qui sont généralement en caractère gras, comme ça aussi. Fait que lui, il y a un effet passif. Peut-être que je voudrais m'en débarrasser. Fait que la façon qu'on va faire, une fois qu'on a indiqué, tiens par exemple, moi je vais essayer le challenge qui est là, ben, on va avoir à jouer une carte de sa main. Cette phase-là est optionnelle. On pourrait décider de faire le challenge sans jouer de carte du tout simplement l'essayer avec des dés. Mais dans mon cas, disons que je veux jouer une carte pour m'aider à faire le challenge. Nos cartes sont divisées en 3 couleurs. On va avoir des cartes bleues. Il y a d'ailleurs un petit code, un petit icône aussi pour s'aider si on a des difficultés avec les couleurs. Il y a des cartes vertes.
il y a des cartes rouges, il y a des cartes, comme on le voit, à 2 couleurs, fait qu'ils peuvent être utilisés pour interagir avec du rouge ou du bleu. On aura probablement déjà compris que si je veux interagir, si je veux essayer ce challenge-là, j'aurai à jouer une carte rouge dans mon option. Dans mon deck, présentement, j'ai une option. L'autre option que je vais avoir, c'est les cartes blanches. Les cartes blanches peuvent interagir avec n'importe laquelle des 3 couleurs de base, rouge, bleu ou vert. Si jamais il y a d'autres couleurs de cartes, on verra plus tard, le blanc ne pourra pas interagir avec ces cartes-là, mais il va pouvoir interagir avec ce qui est ici. Fait que dans mon cas, si je veux interagir absolument avec cette carte-là, je pourrais jouer cette carte-ci, qui est blanche, ou je pourrais jouer cette carte-ci, qui est rouge, en plus d'une autre couleur. Disons que je décide d'aller avec mon coup de pied de Mule Kick. Je vais donc révéler la carte et je vais avoir joué la première phase de mon tour. Je vais donc avoir dit « Je joue une carte de ma main » et je tente de réussir ce challenge-là. Qu'est-ce que j'essaie de faire? C'est que je tente de mettre des jetons de points de progrès sur cette carte-là jusqu'à atteindre le chiffre qui est ici. Le nombre de jetons que je vais mettre à la base, il est indiqué sur la carte que je joue, fait qu'on voit que cette carte-là va en mettre 2, et ça peut être modifié par l'effet de la carte elle-même. Elle, par exemple, me dit, si j'essaye un challenge qui n'a pas encore de progrès dessus, c'est le cas, mais je vais pouvoir mettre 4 jetons. Dans la deuxième phase de jeu, une fois que j'ai indiqué avec quel challenge je joue et quelle carte je joue, si j'en joue une, je ne suis pas obligé, mes coéquipiers, dans ce cas-ci, je joue à 2, donc je n'ai qu'un seul coéquipier, peuvent jouer collectivement jusqu'à 2 cartes pour me donner un coup de main, pour me supporter. Je précise que si je jouais solo, j'aurais plus de cartes dans mon deck, mais c'est moi-même qui pourrais jouer 2 cartes pour m'auto-supporter. Fait que je pourrais rajouter 2 cartes de ma main pour l'effet support. Dans ce cas-ci, comme je joue à 2 joueurs, ben c'est le deuxième joueur qui va regarder dans sa main, fait que dans son propre deck à lui. Si je jouais à 3 joueurs, chaque joueur pourrait jouer une carte. Si je jouais à 4 joueurs, ben on séparait les 2 cartes qui sont jouées entre les joueurs. Et si on veut jouer une carte d'aide, ben on va ignorer complètement toute la carte. On va aller regarder seulement le bas de la carte. Le bas de la carte peut avoir une couleur différente. On voit ici que le bas de la carte, lui, est bleu. Alors ici, c'est une carte bleue, mais qui peut être jouée pour du rouge ou du bleu, ainsi de suite. Alors que ici, cette carte, le bas, il n'est pas blanc, il n'est pas bleu, il est blanc, même si le reste de la carte est rouge. Donc, ça respecte les mêmes règles. Fait que pour pouvoir jouer la carte, il faudrait que l'effet du bas soit rouge. Fait qu'on voit que présentement, ce joueur-là, toutes ses cartes, le bas est rouge parce qu'il y a principalement du blanc. Ici est bleu et rouge, celle-là est verte et rouge. Fait qu'il pourrait choisir celle qu'il veut. Disons qu'il décide de jouer celle-ci. Et il n'en joue pas une deuxième. Il y aurait l'option d'en mettre 2, mais disons qu'il en met juste une. Parce que celle-ci me dit que ça va me donner un progrès de plus. Et ça va me donner 3 de 6C contre un combat. Fait que 1 si c'est n'importe quel type de challenge, 3 si c'est spécifiquement contre un combat. On voit que les challenges ont différents types. Ça, par exemple, ici, c'est une trappe qu'on voit juste ici. Il y a certains challenges qui sont des puzzles. Il y a des challenges, justement celui que je suis en train de faire, qui sont des combats. Donc, de base, ma carte en mettait 2. Plus 2 parce qu'il n'y avait pas encore de jetons de projet. Mon allié m'en rajoute 3. Je précise que j'avais décidé de tenter le challenge sans jouer de carte. Mon allié n'aurait pas pu jouer de carte pour me supporter. Fait que dans les 2 premières phases, jouer une carte et que la deuxième phase, mon allié me supporte, mais je dois avoir joué une carte pour que la deuxième phase se déclenche. Sinon, on passe directement à la troisième phase. Fait que si j'avais joué aucune carte, on passerait directement à la phase 3. Donc, phase 3, on arrive à la phase de D. Fait que phase 1, j'ai joué une carte qui m'a permis d'avoir 4 succès. Phase 2, mon allié m'a joué une carte aussi qui m'a permis d'en ajouter 3. J'ai un total de 4, de 7. Donc, j'arrive à ma phase 3, on lance les dés. Fait qu'on a 2 types de dés. On a des dés avec les 3 couleurs qui reviennent à 2 exemplaires chaque, 2 verts, 2 bleus, 2 rouges. Et on a un dé spécial qui a 3 faces noires et 3 faces blanches. À notre phase de dé, tout ce qu'on fait, c'est qu'on lance ces dés-là et on ajoute les succès qu'on a eu. Dans mon cas ici, j'ajouterais un succès rouge parce que j'ai roulé un rouge et je suis en train de faire un challenge rouge. Si j'avais roulé ça, je n'obtiendrais aucun succès. Ce dé-là ici, les faces noires ne font rien, fait qu'ils ne correspondent à aucune couleur, fait que c'est des dés ratés. Des fois, il va y avoir des effets négatifs qui vont se déclencher en plus si j'ai ce symbole-là. Les faces blanches, elles, comme les cartes blanches, c'est des wild en autant que je fasse du rouge, du bleu ou du vert. Fait que si j'avais roulé ceci, par exemple, ben, ça m'aurait donné 2 succès de plus sur la carte que je suis en train de faire. Je précise que la phase de rouler des dés, elle, est obligatoire. Fait que même si j'ai joué des cartes qui me permettent d'avoir le nombre de succès que j'ai besoin pour battre la carte, pour battre le challenge que je suis rendu à faire, mais je vais avoir à lancer les dés, déclenchant potentiellement des effets négatifs si j'ai cette icône-là quelque part sur les cartes avec les effets passifs.
Et finalement, la dernière phase d'un tour de jeu, c'est la phase 4, la phase de résolution, où on va régler le challenge qu'on était en train d'essayer de faire. Fait que là, il peut se passer deux choses. Si j'avais raté mon jet de dés, si par exemple j'avais roulé ceci, ben j'aurais pas eu de succès supplémentaire. J'aurais donc fini mon tour de jeu avec 7 pions progrès sur ma carte challenge. Si on rate le challenge auquel on a participé, les jetons vont rester là, fait qu'il va être plus facile à faire au tour suivant. Par contre, on va déclencher l'effet négatif qui est juste ici. L'effet négatif qui est juste ici m'indique que je dois perdre 3 points de vie, fait que j'étais déjà à 9 sur mon D10, fait que je vais donc le baisser à 6, puis garder ça pas loin de ma zone de jeu, puis je vais passer la main au prochain joueur. Ma carte que moi j'ai jouée va être défaussée dans ma défausse personnelle, la carte de mon allié va être défaussée évidemment dans sa défausse à lui. Et ça, c'est si on rate, puis lui, il peut avoir des effets différents selon les challenges qu'on est en train de réussir. J'en profite pour préciser que certains héros vont avoir des habiletés spéciales. Le jeu a un petit peu d'asymétrie. Par exemple, ce héros-là, un corps, quelque chose comme ça, lui, il va avoir des symboles de défense. C'est le seul personnage qui va avoir des symboles de défense sur ses cartes, puis il peut même donner des symboles de défense à ses alliés s'il joue ses cartes en coopération. Fait que, par exemple, s'il m'aurait donné plus 3 de combat, et il me donne 2 symboles de défense. Qu'est-ce qu'ils font ces symboles de défense-là? Ben, c'est justement, comme un cas comme celui-ci, si on rate un challenge, on va réduire les dégâts qu'on a pris par le nombre de symboles de défense qu'on avait. Fait que dans ce cas-ci, donc, au lieu de prendre 3 points de dégâts, j'en aurais pris juste 1. Et il nous resterait 8 points de vie. On remercie notre ami Car. L'autre chose qui peut se passer, évidemment, c'est qu'on réussisse le challenge. Fait que si mon jet de dés avait été réussi, puis j'avais eu un certain nombre de succès, 3 succès supplémentaires rouges, j'en suis très content. Ça m'aurait fait monter à 10 succès. Dans ce cas-ci, j'en ai 8, 9 sur le plateau. Fait que si on a le nombre de succès que ça prend ou plus, du chiffre qui est ici, mais on va réussir la carte. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enlever, on va enlever tous ces jetons progrès. Les cartes de joueurs sont défaussées de la même façon. Et on va déclencher l'effet qui est dans le petit à côté du petit trophée à la place. Dans ce cas-ci, cet effet-là, c'est un des effets les plus communs qu'on va avoir dans le deck de cartes, soit dit en passant. Il me dit que je vais aller creuser dans le puits. Fait que lui me dit que je vais creuser 4 cartes, ce qui fait que je vais piger 4 cartes du dessus du deck et les mettre dans la défausse du puits. Fait que ça va me permettre de me rendre plus rapidement au fond du puits. Cette carte-là, le challenge qu'on a ici, est défaussée face cachée dans une pile différente de cette pile-là. Et à la fin de son tour de jeu, si on a un ou plusieurs espaces qui sont vides, on remplace pour qu'il y en ait toujours 4 d'actifs en même temps. Et c'est comme ça qu'on va réussir ou rater les challenges. Je le ressouligne pour être certain, si on commence des challenges puis on ne réussit pas à le faire au complet, les jetons restent pour le joueur suivant et les tours subséquents. Fait que lui, il va manquer juste 4 pions de challenge, 4 pions de progrès pour qu'on puisse réussir ce challenge à un tour ultérieur. Au niveau des récompenses, qu'elles soient positives ou négatives, il peut y avoir beaucoup d'autres effets. Je ne les noterai pas tous, mais juste à l'endos du livret d'instruction, on a un petit rappel de tous les icônes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire quand on les croise et quelles en sont les conséquences. Et on va continuer comme ça, en jouant des cartes de notre main pour ajouter des jetons de progrès sur différents challenges qui sont sur le plateau de jeu. Quand on réussit ces 10 challenges, on va défausser les cartes et on va aller creuser généralement plus profondément dans ce deck-là comme récompense en ayant comme objectif de se rendre jusqu'à notre carte centrale. Éventuellement, puis là, je l'ai déjà dit très brièvement en début de vidéo, à chaque tour de jeu, on va généralement jouer une carte. Et parfois, pendant le tour de notre adversaire, on pourra en jouer jusqu'à 2 pour l'aider. Ce qui fait qu'à un moment donné, on va avoir de moins en moins de cartes dans sa main. On ne repige pas automatiquement à la fin d'un tour de jeu. À la place, au début d'un tour de jeu, avant de commencer son tour de jeu, comme action gratuite ou comme action bonnie, on peut faire, si on le veut, une action de refresh. Et de la façon dont le refresh fonctionne, c'est avec ce petit deck de cartes-là. Donc, si je termine mon tour de jeu, comme je le disais, avec une carte, ou si j'ai plus de cartes du tout, si je commence dirige mon tour de jeu avec une carte, ou 2 ou 3, ou si j'en ai pas pantoute dans mes mains, et je voudrais pouvoir repiger des cartes, ben, ce que je fais, c'est que je vais jeter toutes les cartes qui me restent en main, s'il m'en reste, et je vais repiger jusqu'à ma limite de cartes en main. La limite de cartes en main dépend du nombre de joueurs. Je joue une partie à 2 joueurs, ma limite est donc à 7. Si j'étais solo, c'était à 8. À 3, ça serait à 6. Et à 4 joueurs, ça serait 5. Après avoir repigé, après avoir rempli ma main, et je précise que si jamais ma pile de cartes est complètement vide, on fait juste prendre sa défausse, on rebrasse et on continue à piger. Donc après avoir fait ça, on va piger une carte de Exhaust.
carte Exhaustion. Ces cartes-là vont avoir des effets permanents, passifs, qui vont avoir des effets négatifs tout au long du jeu. Par exemple, cette carte-là me dit que à partir de maintenant, on considère qu'il y a 3 espaces autour de ma carte centrale au lieu de 4. Donc, la prochaine fois que je vais réussir un challenge, je ne remplacerai pas. Et c'est juste à partir de la fois suivante qu'on va commencer à remplir. Fait qu'on va rouler avec 3 challenges au lieu de 4 jusqu'à la fin de la partie. Fait que ça me donne moins d'options. Et les cartes d'Exhaustion fonctionnent tout simplement comme ça. Je précise qu'à moins d'avoir des effets particuliers, fait que des fois des récompenses de cartes ou des pouvoirs qu'on peut avoir sur nos cartes joueurs personnelles, ces effets-là restent en jeu. Donc la prochaine fois qu'un joueur va piger des cartes, on va piger une nouvelle carte Exhaust, puis on va la mettre à côté de la première, puis on va avoir 2 effets négatifs qui vont s'activer en même temps. Puis il peut en avoir jusqu'à 3, il peut en avoir 4, 5. Il peut en avoir autant de fois qu'on a besoin de repiger des cartes pour remplir sa main. Fait qu'à moins d'avoir, encore une fois, des effets de récompense de cartes, ces cartes-là vont rester en jeu jusqu'à la fin de la partie. Éventuellement, s'il nous reste encore des points de vie, on se rappelle question de temps 0, on est mort, mais éventuellement, on va se rendre au boss lui-même. La façon dont ça fonctionne, c'est si on réussit un challenge, et en réussissant ce challenge-là, à la fin de notre tour de jeu, quand on est censé remplacer à partir du deck, on ne peut pas parce qu'il est vide. Fait que dans mon cas, à cause de la carte qui est là, il faudrait que je fasse un challenge supplémentaire parce qu'on remplit avec une carte de moins. Fait que dans ce cas-ci, là, je peux plus remplir parce que le deck est vide. Mais là, on va déclencher le combat contre le boss final. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tourner. Il peut avoir des effets particuliers de mise en place selon la boîte avec laquelle on joue. Mais de base, on va le tourner. On voit que lui, c'est une carte qui est noire. Fait qu'aucune de mes cartes y correspond. Je n'ai que du bleu, du vert, du rouge. Et le blanc ne peut remplacer que bleu, vert ou rouge. Puis en plus, c'est un 18, fait que c'est un gros chiffre. Et c'est là qu'on va aller chercher les 4 cartes qu'on a mises de côté, les 4 challenges spéciaux qu'on a mis de côté en début de partie. Et on va aller les placer dans n'importe quel ordre autour de notre vilain. Et on va continuer à jouer comme d'habitude. Généralement, lui, il y en a un effet qui va se déclencher avec la face qui ne me donne aucun succès sur ce dé-là. Fait qu'à tous les tours de jeu, il y a une chance sur 2 que quelque chose de supplémentaire se passe. Et on va continuer à rouler. Fait qu'on va regarder s'il y a des effets passifs qui sont déclenchés par les différentes cartes. Puis on va continuer le challenge. Comme lui est noir, le challenge, on ne peut pas l'affronter directement. Il va falloir passer par d'autres moyens. Par exemple, si je réussis à clairer ce challenge-là, le challenge rouge juste ici, les challenges finaux, les 4 challenges qui appellent le gauntlet, on les défausse jamais, on fait juste les tourner quand on les réussit ou quand on est censé s'en débarrasser. Et généralement, en les tournant, ben là, on voit qu'il devient vulnérable au dé rouge, pas au dé rouge, mais au rouge. Ce qui veut dire que je vais pouvoir commencer à jouer des cartes rouges pour aller mettre des jetons de progrès ici, ou des cartes blanches qui remplacent le rouge. Et on aura probablement compris que en s'occupant des différents challenges qui sont autour de lui, on va le rendre vulnérable à davantage de couleurs, ou on va se donner divers bonus, parce qu'il y a 2 cartes bleues, il y en a juste une des 2 qui va le rendre vulnérable au bleu, l'autre va me donner un bonus pour l'affronter. Et on continue à faire nos challenges comme on l'a fait en jouant nos cartes avec nos alliés qui peuvent nous supporter, jusqu'à temps qu'on amène 18 jetons de progrès sur cette carte-ci, ou un nombre différent si on avait pigé au hasard un boss différent dans notre mise en place initiale, ou jusqu'à temps qu'on se rende à 0 point de vie. Et ça fait pas mal le tour sur comment on joue à Kinfire Delve. Alors voilà, c'était les règles de Kinfire Delve. Les personnages pour le méchant que tu as vu venaient de la boîte Vainglory's Grotto, dans lequel tu as 2 les héros que tu as vus, le vilain que tu as vu, puis le deck de puits que tu as vu. Fait que d'abord, comme d'habitude, au niveau des composantes, c'est un jeu pour la taille que c'est, le prix que c'est, qui a des composantes vraiment très solides. La qualité des cartes est extraordinaire. Les héros ont toutes les cartes héros, ils ont un foil sur l'endos de la carte. Le design visuel des cartes est super beau. Il y a des images sur les cartes. Très belle aussi. C'est exactement le même design visuel que dans Kinfire Chronicles, soit dit en passant, le même type d'icône, etc. Fait que si tu connais un peu ce jeu-là, tu vas te retrouver assez rapidement. Pour les autres, fait que c'était vraiment des super belles cartes, puis c'est 98% des composantes du jeu. Tu as un paquet de jetons de 1 puis de 3
très ordinaire. Les dés sont de qualité correcte aussi, puis tu as un dé 10 tout à fait standard. Ça rentre bien dans la boîte. C'est des petites boîtes, fait que tu peux pas les combiner les trois dans la même si jamais tu les possèdes toutes, puis tu aimerais ça les avoir ensemble. Tu as un petit insert qui fonctionne assez bien. Puis le livre d'instruction, il n'y a pas beaucoup de règles, mais c'est un livre d'instruction qui est quand même bien fait. Puis j'aime le fait qu'ils ont mis accessible à la dernière page du livre tous les secondes du jeu et à l'avant-dernière page du livre, un glossaire puis un résumé du tour de jeu. Fait que si ça fait longtemps que tu n'as pas joué, tu fais s'ouvrir ces deux pages-là, puis tu es prêt à partir. Au niveau du gameplay, c'est selon moi un excellent petit jeu de cartes simple qui t'amène suffisamment de rejouabilité pour avoir envie d'y revenir de temps en temps sans non plus nécessairement que tu tombes en bas de ta chaise sous la profondeur stratégique qu'il y a à l'intérieur du jeu. Mais je trouve qu'ils ont réussi à faire beaucoup de belles choses avec peu de matériel. Ton héros a seulement 18 cartes, plus une carte lanterne de laquelle je n'ai pas parlé, mais il y a un des bonus que tu peux déclencher quand tu réussis à faire des challenges qui te permettent de révéler ta carte lanterne. Et ta carte lanterne, c'est tout simplement une autre carte que tu peux jouer, mais que tu gardes face ouverte devant toi, puis si jamais tu décides de la jouer, tu fais juste la virer de bord pour montrer qu'elle est utilisée, puis il faut que tu retrouves un autre bonus qui te permet de réactiver ta carte lanterne. Mais donc, tu as 18 cartes, plus ta carte lanterne, plus ton pouvoir de personnage, puis tu as une très belle interaction entre tes cartes puis les cartes de puits, comment ça va interagir ensemble. Tu as beaucoup de décisions intéressantes à prendre sur comment tu vas jouer tes cartes, quel challenge tu vas essayer de faire, est-ce qu'on va essayer de battre ce challenge-là parce qu'il y a des chances de nous faire des dégâts à chaque fois qu'une carte rouge sort, ou on va faire celui-là qui enlève des jetons de progrès sur les autres en premier, dans quel ordre on fait ça. Puis mine de rien, étant donné que le but du jeu, c'est de passer au travers des 50 cartes, des 57 cartes du well, du puits, pour pouvoir révéler la carte centrale, et qu'une des récompenses principales du jeu, c'est d'enlever des cartes de ce deck-là. Ça fait que dans une partie, tu vas avoir 15, 20 de ce deck-là, tu ne les verras jamais au complet, étant donné que la majorité du deck, tu finis par le défausser face cachée, fait que ça te permet d'avoir une belle rejouabilité dans des challenges quand tu reviens. Tu as 3 boss par boîte, ou tu as un boss, mais avec 3 variations par boîte, mais tes cartes challenge, elles, tu ne verras jamais les mêmes, ou rarement les mêmes d'une partie à l'autre. Fait que ça, j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai aimé la collaboration, comment elle fonctionne entre les joueurs. Fait que quand tu joues, même si tu joues à 2, l'autre joueur, il peut jouer des cartes pendant ton tour de jeu pour booster tes actions, puis te permettre de progresser plus rapidement dans les challenges. J'aime la façon dont ça fonctionne avec le côté exhaust, que c'est toi qui décides quand tu repiges des cartes, mais il faut que tu défausses ce qui te reste, on gagne un effet négatif, ça sera pas nécessairement facile de se débarrasser de cet effet négatif-là. Fait que c'est un beau petit jeu, dans lequel tu as besoin de prendre quand même des décisions intelligentes et efficaces pour réussir le jeu, qui t'offre un beau challenge, dans lequel tu as un mode un petit peu plus difficile, puis dans lequel tu as un mode aussi pour faire une partie rapide si tu veux jouer un petit peu plus rapidement, mais on parle de partie de peut-être 45 minutes à 1 heure, fait que c'est pas un jeu particulièrement long. Donc, avec du super matériel, fait que vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire. Là. Le gameplay va t'avoir donné une bonne idée du type de jeu que c'est. C'est un jeu d'optimisation au niveau de tes cartes pour aller placer tes jetons de progrès, mais qui le fait très bien avec beaucoup d'effets particuliers. Et je vais terminer sur cette petite critique-là en disant que c'est quand même le fun parce que les héros, ils ont vraiment un feeling différent. Il y en a un que lui, ce qu'il fait, c'est qu'on se gêne moins pour essayer les challenges parce que lui va réduire les dégâts qu'on va recevoir si on les rate. Fait que ça nous permet de progresser un petit peu plus lentement. Il y en a une autre, l'archère par exemple, ou la barde, là, elle va rajouter des jetons challenge sur les cartes qui sont les autres challenges que celui qu'on essaie d'avoir. Il y en a un qui est plus efficace pour essayer les challenges qui ont déjà des jetons de progrès dessus, l'espèce d'assassin. Ils ont tous des effets différents, ils peuvent avoir des comptes différents qui sont spécifiques à certains personnages, comme le bouclier que vous avez vu dans la vidéo, qui sont spécifiques à ce personnage-là. Fait qu'il y a vraiment des belles idées, belle interaction entre les joueurs, belle interaction avec l'ennemi, puis assez de variations dans une boîte pour qu'on ait envie d'y revenir. Mais c'est sûr que si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te suggérerais d'essayer de trouver les 3 boîtes. Ça te permet, 1, de jouer jusqu'à 4, ce qui est le fun. Et ça te permet, 2, de mélanger les boîtes, fait qu'un héros avec le vilain d'une autre boîte, ou 2 héros avec tel vilain et tel deck de puits. Ça te permet de changer les affaires, puis c'est quand même très très le fun. Fait que moi, c'est une très belle recommandation, bien aimé ça. Il se trouve uniquement en anglais pour l'instant. Je sais pas si ça va être traduit en français un jour. Pour l'instant, ça se trouve en anglais, puis c'est quand même trouvable. Ça, c'est quand même un atout. Sur ce, je vais te souhaiter une excellente fin de journée. J'espère que ça t'a aidé à te faire une idée de ce qu'était Kindfire Delve. Moi, je te dis au revoir. On se voit bientôt. Si ce n'est pas encore fait, viens t'abonner à la chaîne YouTube, à notre chaîne YouTube, ou nous supporter sur Facebook, sur Instagram, et pourquoi pas, nous supporter sur Patreon. Peut-être donner un petit montant, t'abonner, devenir un patron, venir participer à nos événements et nous encourager pour qu'on continue à te fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité sur cette
Ciao, à la prochaine. Fais attention à toi.